Donc Paul, merci beaucoup pour te souhaiter la bienvenue. Je voulais te dire que Calais est très très heureuse de t'accueillir et que Calais, c'est une des villes aussi qui compte parmi le plus de policiers et policières de France, avec à peu près un policier pour 75 habitants. Donc c'est une très belle performance, tu nous en parleras plus tard. Et une municipalité qui vient de négocier l'ouverture d'un nouveau commissariat il y a quelques mois avec Gérald Darmanin. Tout ça, c'est des thématiques qui t'intéressent beaucoup puisque tu es économiste, diplômé de sciences politiques et que depuis de nombreuses années, tu consacres tous tes travaux à l'analyse du maintien de l'ordre. Donc on va parler ce soir de la police, des gendarmes, des CRS. Tu as consacré un premier livre en 2020, c'était Gazer, mutiler, soumettre. Et tu es revenu en 2022 aux éditions La Fabrique avec cet essai dont on va parler ce soir, qui est juste ici du coup. Et donc, c'est que fait la police et comment s'en passer. Deuxième partie très importante aussi. Et donc, c'est une étude qui est très, très, très documentée. Surtout, on voit la patte de l'économiste aussi. Il y a beaucoup de graphiques, beaucoup de références, des statistiques économiques, sociologiques. Et tout ça, en fait, dans le but de proposer une remise en cause fondamentale du mythe policier. Le mythe policier, on va en parler un petit peu ce soir. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Et voilà, je voulais juste citer une citation que tu utilises en début d'ouvrage d'un politologue américain qui s'appelle David H. Bailey, qui parle un peu de ce mythe-là, pour rentrer dans le vif du sujet. David Bailey, du coup, dit « La police n'empêche pas le crime. C'est un des secrets les mieux gardés de la vie moderne. Les experts le savent, la police le sait, mais le public ne le sait pas. Pourtant, la police prétend qu'elle est la meilleure défense de la société contre le crime et argue en continu que si elle obtient plus de ressources, en particulier des effectifs, elle sera en mesure de protéger la population contre le crime. C'est un mythe. » Du coup, Paul, pour commencer, j'aimerais te demander de nous expliquer en quelques mots ce que c'est ce fameux mythe policier et pourquoi tu as souhaité écrire ce livre. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation et pour le bel accueil que vous me faites ici. Alors, il se trouve effectivement que la police s'est en quelque sorte imposée dans le débat public. Elle s'est imposée par les violences qu'elle commet, par les discriminations dont elle est à la source. Donc, la police est devenue présente et de plus en plus présente dans le débat public. Et on pourrait se dire, bon, c'est une bonne chose que même les grands médias, avec réticence, certes, mais n'empêche, s'en saisissent aussi, et même de plus en plus. Donc voilà la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, en quelque sorte. Sauf qu'il y a un petit problème encore dans la manière dont on discute de la police. Il y a beaucoup d'évidences qui circulent, on pense savoir un certain nombre de choses sur la police, comment elle agit, ce qu'elle fait, quel est son rôle dans la société. Et tout ça, eh bien, ça fait l'objet d'études, ce sont des choses vérifiables. Et ce dont je me suis rendu compte en creusant un peu, c'est que, en réalité, le débat public autour de la police, bon, il a le mérite d'exister, mais il est mené à partir de fausses évidences qui s'imposent en quelque sorte parce que tout le monde a l'air d'être d'accord. Donc, il y a une série de conceptions stéréotypées, de fausses évidences qui circulent autour de la police. Et quand on organise le débat public, le débat médiatique autour de choses fausses, d'évidences fausses, eh bien, les conclusions qu'on peut en tirer sont nécessairement tout aussi fausses, si ce n'est plus. Donc, de fait, on a pas seulement un seul mythe autour de la police, mais une série de mythes, et on va essayer justement de les aborder petit à petit, peut-être ce soir. Mais effectivement, l'objectif de mon livre, c'est de fournir une sorte de base de données. Le livre, voilà, il a un certain nombre de notes de bas de page qui vous permettent d'aller plus loin si vous le souhaitez. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez juste lire le livre. Et une fois que vous l'aurez lu, eh bien, vous comprenez un peu mieux pourquoi on a une police et pourquoi elle ne fait pas ce qu'elle prétend faire. Donc voilà, c'est une sorte de livre argumentaire qui permet un peu de mieux naviguer dans la société, dans une société où on parle de plus en plus de police, sauf qu'on en parle de manière très, très inspirée par les mythes, quoi. Merci. Une de ces premières fausses hypothèses, un de ces premiers mythes que tu cherches à déconstruire dans ton livre, c'est le mythe du manque de moyens des forces de l'ordre. Il y a une croyance qui est très largement partagée, qui est relayée dans le débat public
politique, qui est l'hypothèse selon laquelle c'est précisément parce que les forces de l'ordre manqueraient de moyens qu'il y a une hausse des violences policières, qu'il y a une inefficacité de la police. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là ? Alors effectivement, ça c'est un point qui est assez important et qui a en quelque sorte accompagné la montée en puissance du débat sur les violences policières. Très vite, on a eu une sorte de débat parallèle où quelqu'un nous dit « mais oui, il y a peut-être des violences, mais en même temps, les policiers manquent de moyens ». Et en réalité, en avançant cet argument-là, eh bien, on déplace les termes du débat et tout d'un coup, eh bien, on ne parle plus tellement des victimes des violences policières, mais on parle des policiers qui seraient eux-mêmes victimes de mauvaises conditions de travail. Et c'est vrai que s'ils n'ont pas les moyens, comment leur reprocher de mal faire leur travail ? Donc voilà ce qu'on a, et puis on a des rapports des différentes institutions publiques, aussi certains chercheurs qui disent effectivement la police elle va mal, elle a subi l'austérité, et c'est vrai que même chez des gens plutôt avec des sensibilités de gauche, spontanément ça parle, puisqu'il y a de l'austérité partout dans le service public, eh bien la police aussi serait concernée. Donc voilà un peu le débat qui du coup en fait glisse du focus sur les violences policières, sur les policiers qui auraient, le malaise policier, parfois cette expression est utilisée. Mais alors l'avantage quand on parle de moyens, c'est que ça se vérifie dans des bases de données publiques. Alors effectivement, c'est peut-être des gens qui ont plutôt le défaut d'être économistes qui vont plus le faire parce qu'ils trouvent ça formidable de regarder des chiffres. Et donc, des chiffres, vous en trouverez aussi dans le livre. Alors, pas beaucoup de graphiques, mais il y en a un quand même sur les moyens de la police. Et quand on regarde l'évolution des moyens consacrés à la police sur les 30 dernières années, eh bien, on constate qu'on a une véritable explosion des moyens publics alloués à la police. Donc, en 30 ans, on a plus 35% pour la police, qui est colossal. J'ai fait la comparaison avec les moyens de l'éducation nationale et vous allez constater qu'il y a un écart assez frappant. Donc là, les dépenses dédiées à la police sont de plus en plus importantes, elles augmentent très fortement et évidemment, associée à cette augmentation des moyens est une hausse des effectifs. Sur la même période, sur les 30 dernières années, on a plus 30% de policiers. Donc c'est assez substantiel aussi. On a un équipement de plus en plus sophistiqué. On pourrait continuer la liste. Vous voyez que sur 30 ans, sur plusieurs décennies, quel que soit le gouvernement, eh bien, sur la police, ça a toujours été la même ligne, augmentation même très forte des moyens, de sorte à ce qu'aujourd'hui, on vit dans une réelle emprise policière sur la société. La probabilité de croiser des policiers au quotidien, de subir des contrôles, évidemment, du coup, est beaucoup plus élevée que dans le passé. Il y a un chiffre que tu mets en avant dans ton livre qui m'a beaucoup étonnée. C'est que tu dis justement en termes de chiffres, la France a énormément de policiers par rapport à la taille de sa population, et notamment donc, si on compare à population égale, il y a actuellement plus de policiers et policières en France qu'en RDA dans les années 60. Et, moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai trouvé ce chiffre-là et je ne pouvais pas m'empêcher de le mettre dans le livre parce qu'effectivement, c'est assez parlant parce que cette distinction entre régime démocratique et régime autoritaire, tout le monde la voit à peu près. Et un des traits spécifiques des régimes autoritaires, c'est effectivement une présence policière très très soutenue qui rythme le quotidien. Et là, il se trouve qu'en France, en fait, on a déjà dépassé un régime autoritaire. Voilà. Tu en as parlé rapidement juste avant, j'aimerais qu'on y consacre un petit peu plus de temps. Au-delà de l'augmentation des effectifs, il y a l'augmentation des moyens, et ces moyens-là, ils sont mis notamment dans les équipements. Dans ton livre, tu parles d'une robocopisation accélérée des policiers. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet ? Alors, une chose très simple, vous prenez une photo d'un policier de 68, et puis vous regardez la photo d'un policier aujourd'hui, et bien vous allez constater quand même une différence assez nette. Le policier d'aujourd'hui, il a un équipement autrement plus sophistiqué. Alors ça a des inconvénients, c'est plus lourd, donc c'est plus le travail de porter tout ce matériel de protection. Mais bref, vous voyez que les policiers aujourd'hui, ils ont un équipement vraiment très poussé
Et quand je dis équipement, c'est pas seulement leur équipement défensif, c'est aussi les armes qu'ils portent. Et notamment en termes d'armement, on a eu vraiment une augmentation très très considérable des achats réalisés seulement sur les 10-15 dernières années d'ailleurs. Et même vous pouvez prendre le quinquennat Hollande, eh bien les dépenses pour les armes dites non létales ont presque doublé en seulement 5 ans. Donc c'est vraiment colossal les moyens qui sont mis dans la police. Et évidemment, les policiers, ils utilisent ces moyens, ils utilisent ces armes. Et donc, à nouveau, ça c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur. Quand vous regardez le recours aux lanceurs de LBD, le recours aux grenades lacrymogènes et autres types de grenades, eh bien, on a vraiment une augmentation quasi exponentielle. En 2009, il y avait à peu près même pas 500 tirs par an. En 2018, il y avait plus de 30 000. Ou alors, voilà, sur toute l'année 2009, il y a eu moins de tirs qu'en 2 heures à Sainte-Soline. Donc vous voyez un peu les relations, les ordres de grandeur ont très très fortement changé. Et j'insiste aussi un peu sur la question de l'armement parce que précisément elle était au cœur de l'ouvrage précédent, Gaz et mutilés soumettre, où j'ai développé l'argument que finalement, les armes non létales n'assurent pas un maintien d'ordre plus doux, plus éthique, plus humain, mais au contraire conduisent à la brutalisation des interventions policières. Et alors comment se fait-il que la disponibilité d'un type d'arme conduise à l'augmentation du nombre de tirs? Eh bien, c'est tout simplement parce que, en étant qualifiées de non létales, ces armes suggèrent en quelque sorte des effets pas très dangereux, ce qui encourage les policiers à y recourir de plus en plus allègrement, de plus en plus rapidement. Et c'est exactement ce qui se vérifie dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. On a une véritable explosion du nombre de tirs. Et pourtant, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont certainement une sous-estimation parce que selon le ministère, par exemple, en 2016, pendant les mobilisations contre la loi travail, aucune grenade lacrymogène n'aurait été tirée. Donc vous voyez qu'on voit dans les chiffres une explosion alors que ces chiffres sont une sous-estimation. Donc tout ça pour dire que pour les policiers, en réalité, c'est assez confortable d'utiliser ces armes-là parce qu'on leur dit mais de toute façon c'est pas très dangereux donc allez-y, utilisez-les. Et même dans la littérature scientifique anglophone a émergé l'expression syndrome du flic paresseux, parce que c'est tout simplement plus simple d'utiliser ces armes plutôt que d'essayer de résoudre des conflits d'une manière autre. Donc, de ce point de vue, effectivement, ces acquisitions renforcées d'armes, et ça continue encore aujourd'hui, mais, eh bien, sont un facteur très direct de l'augmentation des violences policières. Un autre mythe sur lequel tu poursuis ton essai, après ce mythe du manque de moyens, c'est un mythe de l'augmentation de la délinquance dans la société. Et du coup, je reprends tes mots, mais tu nous précises qu'en fait, une pensée serait de croire que le gonflement de l'institution serait la réponse à une situation objective en matière de criminalité qui se dégraderait du coup d'année en année. Et donc l'emprise policière ne serait pas l'expression d'un projet de réorganisation autoritaire du pays, mais plutôt d'une évolution regrettable de la société. Alors cette hypothèse, tu as consacré pas mal de recherches et tu as étudié les chiffres de la police, des gouvernements successifs en matière de criminalité et aussi les enquêtes de victimation. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est. Moi j'ai découvert dans ton livre ce que c'était. Voilà. Bon, bah, effectivement, les enquêtes de victimation méritent d'être connues, donc voilà, je me ferai un petit plaisir d'en parler. Mais tout d'abord, si on reprend un peu le fil de ce que je viens de développer, donc il y a des gens qui disent non mais voilà, la police elle manque de moyens, c'est pour ça qu'elle ne travaille pas bien. Alors on leur dit mais non, en réalité, il y a eu augmentation des moyens. Donc la police n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Et alors là, ces mêmes gens, souvent, ils vont changer de fusil d'épaule. Ils vont dire non mais oui, peut-être ils ont plus de moyens, mais c'est aussi parce que c'est l'ensauvagement. C'est que la société, elle serait en train de devenir beaucoup plus dangereuse et les gouvernements successifs alimentent aussi évidemment cette idée. Encore il n'y a pas longtemps, on a parlé de décivilisation. Donc constamment, on nous envoie un peu ces termes-là qui suggèrent que, en réalité, s'il y a gonflement de l'institution policière, c'est parce que la société évolue de manière très regrettable, devient très, très, très sauvage.
Et souvent, ceux qui parlent de décivilisation, d'ensauvagement, eh bien, ils s'appuient sur les chiffres du ministère de l'Intérieur sur la délinquance. Et là, vous verrez effectivement des courbes qui augmentent. Et alors, ça donne l'impression que, effectivement, le pays devient beaucoup plus dangereux. Sauf qu'il y a un petit problème, et qui explique pourquoi les chercheurs qui travaillent sur la question des actes considérés comme déviants, eh bien, disent que les chiffres de la police, on peut tout simplement pas les utiliser. La raison, elle est simple. C'est que sur les 30-40 dernières années, la police a changé sa méthode de compter la criminalité, de compter les agressions. C'est comme si, pour les enquêtes démographiques qui visent à connaître le nombre de gens qui vivent en France, eh bien, du jour au lendemain, on décide d'inclure aussi la population belge, et après coup, on s'étonne que le nombre de gens qui vivent en France est augmenté. C'est de la même manière que procède le ministère de l'Intérieur, donc leurs chiffres sont tout simplement inutilisables. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il n'y a pas que les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a aussi les enquêtes de victimation. Les enquêtes de victimation, c'est le fruit du travail de chercheurs. Donc c'est une enquête à partir d'un échantillon représentatif sur l'évolution de différents types de délinquance, les agressions, les vols et ainsi de suite. Et on a l'avantage d'avoir un protocole d'enquête stable dans le temps, de sorte à pouvoir comparer, de sorte à pouvoir voir l'évolution sur les 30-40 dernières années. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on ne constate aucune augmentation, on a une stagnation de la criminalité, même une légère décrue. Donc en réalité, la population se tient très très sage dans le pays. Donc à nouveau, on peut se demander, mais pourquoi plus de policiers dans ce cas-là? Et évidemment, ce qu'on nous dit souvent, c'est, et là on retrouve les mêmes malins qui argumentent depuis tout à l'heure, ils vont dire, tout ça est très logique. S'il y a moins de délinquance, c'est parce qu'on a eu plus de policiers. Donc ils font ce lien, et là c'est sans doute le mythe policier le plus fondamental. C'est cette idée que les policiers courent derrière les voyous. Une citation de Darmanin. Les policiers courent derrière les voyous. Donc ça, c'est une idée qui est profondément ancrée et spontanément, on y adhère toutes et tous parce que c'est ce qu'on nous dit. Mais alors, la recherche, elle ne nous dit pas du tout ça. Et alors, la citation que Clara nous a lue tout à l'heure de Bailey, eh bien, c'est une citation de quelqu'un qui a consacré une dizaine d'ouvrages sur la police. Donc, c'est un scientifique très reconnu en la matière. Mais il y en a d'autres qui ont travaillé sur le sujet. Et systématiquement, c'est le même résultat qui apparaît. Premièrement, qu'on n'observe pas de lien entre la présence policière et l'évolution de la délinquance. Et deuxièmement, que les stratégies policières ont peu ou pas d'impact sur l'évolution de la délinquance. Donc ce sont deux phénomènes qui sont décorrélés. Vous avez des policiers et puis il y a des actes délinquants, mais ce n'est pas en mettant plus de policiers que vous allez réduire la délinquance, puisque les actes considérés comme déviants sont avant tout le résultat de facteurs socio-économiques. La police n'est pas un moyen d'alléger des souffrances socio-économiques. Par conséquent, elle ne lutte pas contre la criminalité. Et ça, évidemment, ça invite à changer fondamentalement son regard sur la police. Et ça conduit à nouveau à s'interroger, mais qu'est-ce qu'elle fait alors, cette police ? Une des choses qu'elle fait, c'est produire beaucoup de violence. Tu consacres aussi beaucoup de pages, beaucoup de recherches. Il y a pas mal de passages du coup sur la question des violences policières. Tu t'intéresses à ce qui se passe en France, à ce qui se passe également aux États-Unis, mais c'est qu'une partie en fait émergée de l'iceberg. Je pense notamment à certains actes extrêmement violents, à des meurtres auxquels on a pu assister ces dernières années. Tu parles notamment de l'affaire George Floyd aux États-Unis en 2020. Il y a la question de l'affaire Miel aussi en France. Et ça, tu évoques tous ces drames-là pour parler en fait, du fait que ça occulte une autre forme de violence
qui est quotidien en fait, et c'est le racisme institutionnel ordinaire. Alors ce racisme prend plusieurs formes. Ça peut être des contrôles d'identité aux faciès, des différences de traitement en intervention, des propos ouvertement racistes, des actes violents. Une des justifications qu'Emmanuel Macron a prononcées à ce sujet en interview publique un jour, c'était de dire que finalement, en fait, tout ça, c'est simplement parce que la police est à l'image de la société et qu'on est dans une société raciste. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet et nous expliquer pourquoi c'est infiniment grave comme explication? Alors donc, effectivement, là, on voit que les policiers, ils s'agitent, ils courent. Bon, ils courent pas derrière la criminalité, mais ils font des choses. Et effectivement, parmi les choses qu'ils font, il y a des discriminations et des violences. Et alors, c'est un sujet qui est étudié depuis une quarantaine d'années. Depuis une quarantaine d'années, on a une succession d'études qui démontrent qu'il existe en France, au sein de la police, un racisme institutionnel. Depuis 2009, c'est même quantifié. Donc, quand on est non-blanc en France, on a jusqu'à 20% plus jusqu'à 20 fois plus de risques de subir des contrôles d'identité discriminatoires qui, ensuite, évidemment, peuvent se poursuivre par des actes violents. Et il me semble très important de bien saisir ce que signifie le racisme institutionnel. Le racisme institutionnel signifie que des discriminations ne sont pas principalement le fait de policiers intentionnellement racistes. Ceux-là, ils existent. Mais le problème, il est beaucoup plus profond. Le problème se pose au niveau de la routine professionnelle entretenue par l'institution policière. Autrement dit, les policiers considèrent que être un bon policier, faire un bon travail de policier, c'est contrôler plus les uns que les autres et qu'un des critères déterminants du contrôle doit être la couleur de peau. Donc vous pouvez très bien avoir des policiers qui aiment bien le kebab et écoutent du rap, et pourtant ils considèrent qu'il faut plus contrôler des Noirs, il faut plus contrôler les Arabes ou d'autres minorités. Donc c'est une habitude professionnelle qui se transmet de manière tacite au quotidien et qui empêche aussi toutes sortes de réflexivité de l'institution elle-même sur ce qu'elle fait subir à une partie de la population. Donc, c'est de ce point de vue-là extrêmement ancré dans le fonctionnement courant de cette institution. Elle n'arrive pas à s'en défaire. Et quand, par exemple, le ministère de l'Intérieur reconnaît à demi-mot qu'il y a des discriminations, parce qu'évidemment, tout le monde le voit, et que, par conséquent, il décide de mettre un peu plus de mixité dans la police. C'était une des propositions de la dernière loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Eh bien, ça fait l'impasse sur ce que c'est le racisme institutionnel, puisque ce n'est pas parce qu'on met des personnes issues d'une minorité opprimée dans la police que l'institution va se transformer. C'est l'inverse qui se passe. C'est l'institution qui transforme les agents qui travaillent en son sein. Donc, de ce point de vue-là, c'est l'institution qui produit des comportements racistes. Alors, c'est vrai que dans la société aussi, il y a du racisme. Mais ce que j'essaie de développer depuis tout à l'heure, c'est précisément le fait que, tout d'abord, si le président dit qu'il y a du racisme dans la société, peut-être qu'il peut se poser la question s'il n'a pas des moyens pour agir là-dessus. Première chose. Mais deuxième chose, la police n'est pas simplement à l'image de la société, elle est bien pire. Et ça, on peut le quantifier et c'est démontré depuis des décennies. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout simplement une manière de dire qu'il n'a pas envie de s'intéresser au sujet, quoi. Tu parles des minorités victimes d'oppression. On vient de parler de racisme. Il y a aussi la question du sexisme au sein de l'institution policière. J'ai découvert pas mal de statistiques assez incroyables dans ton ouvrage. Tu cites notamment l'enquête Paye ta plainte en 2018
qui a indiqué que 60% des femmes qui avaient voulu porter plainte suite à une agression en avaient été illégalement empêchées par la police. Tu abordes également la question des femmes victimes de violences et de féminicides. Et d'après les statistiques du ministère de la Justice, en 2019, 65% des femmes victimes de féminicides avaient au préalable alerté la police des violences conjugales qu'elles subissaient. Tu parles également des biais et agressions sexistes et sexuelles en intervention, du taux élevé de policiers et policières autorisent de violences conjugales au sein même de leur foyer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sexisme institutionnel? Alors la première chose, c'est effectivement ce que tu dis, c'est que on a le même mécanisme fondamental dans le cas du racisme policier et dans le cas du sexisme policier. Donc on a cette même idée que les habitudes professionnelles des policiers les rendent propices à discriminer en fonction de la couleur de peau, mais aussi à discriminer les femmes. Et effectivement, tu mentionnes ces données-là sur la situation française, mais contrairement à la question du racisme, eh bien, il y a moins d'études scientifiques sur le sexisme policier en France. Néanmoins, on a des données très solides d'autres pays et on constate des choses assez frappantes. Première chose, c'est que 40% des partenaires ou enfants de policiers aux États-Unis sont victimes de violences conjugales, donc de la part du policier dans le foyer, alors que pour la population générale des hommes, le taux de ces violences-là est plutôt autour de 10%. On a plusieurs études qui rappellent à peu près ces ordres de grandeur, donc les policiers sont 3 à 4 fois plus auteurs de violences sexistes ou sexuelles que la population générale des hommes. Donc on a cette donnée-là qui est importante parce qu'elle permet en quelque sorte de passer derrière l'accueil du commissariat quand effectivement, ce qu'on voit dans les enquêtes françaises, c'est juste le refus de plainte, mais on comprend pas très bien pourquoi ça se passe comme ça. Eh bien, un premier élément de réponse, c'est parce que les policiers sont beaucoup plus sexistes que le reste de la population. Et cela s'explique, selon des chercheurs et chercheuses dans l'espace anglophone, précisément premièrement, par le fait que le métier de policier attire des profils violents. Donc, c'est pas n'importe qui veut de manière générale, c'est pas n'importe qui veut devenir policier. Et deuxièmement, cette idée que les policiers sont des agresseurs habiles. Ils savent détourner leurs ressources professionnelles à leur avantage. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partenaire d'un policier qui vient de subir des violences, eh bien, elle va être intimidée aussi parce que son conjoint va lui dire c'est pas la peine de porter plainte parce que ta plainte, elle arrive sur mon bureau ou mon supérieur, il va me couvrir. Donc on a une série de réponses comme ça, et même si la victime décide quand même de porter plainte, eh bien c'est le même discours chez les collègues de son agresseur. Et donc évidemment, tout ça ne peut fonctionner parce que si ceux qui sont censés lutter contre un crime particulier sont les plus propices à commettre ce crime, eh bien évidemment, les victimes ne pourront être protégées. Donc de ce point de vue-là, on a des mécanismes spécifiques à l'institution policière qui la rendent particulièrement sexiste. Merci. On va changer un peu de thématique pour se remettre de tout ça. Tu proposes dans une partie suivante un parcours un peu historique sur les origines de la police à travers les siècles précédents. Et en fait, tu formules une hypothèse super intéressante qui est celle des origines capitalistes de la police. Et donc, le fait que la naissance de la police moderne coïncide avec la formation du capitalisme français. Ce serait donc une police qui se serait développée coude à coude avec l'industrialisation, la capitalisation de la France, pour répondre de manière toujours plus professionnalisée et violente aux révoltes et aux luttes sociales, d'une certaine manière. Et tu vas un petit peu plus loin dans ta proposition, mais tu affirmes que la mission de la police, c'est de maintenir l'ordre établi. Et tu dis l'ordre établi, c'est-à-dire pas la paix, parce qu'on parle pas mal des gardiens de la paix, il y a tout un vocabulaire aussi qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, mais là c'est l'ordre établi.
Et en fait, ça, c'est l'ordre social et c'est le fait que chacun reste bien à sa place dans la pyramide des classes. Et surtout, tu dis que les perdants restent en bas. C'est une hypothèse qui est intéressante et qui nie la neutralité de l'État et de sa police. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette théorie? Eh bien, jusqu'à présent, effectivement, on était pas mal précisément dans le présent. J'ai pas mal parlé des dernières décennies. Donc, on pourrait se dire, peut-être qu'effectivement, il y a eu une dégradation. Hein. Peut-être le néolibéralisme a perverti la bonne police. Et donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette bonne police, elle a existé? Donc, c'est pour ça qu'un des chapitres dans le livre, précisément, propose un retour en arrière pour voir un peu l'histoire de cette institution qu'est la police. Et alors, il y a une chose qu'on voit très vite, c'est que le mot police, il existe depuis très longtemps. On le trouve déjà au XVIIe siècle, peut-être même avant, mais il faut se méfier de cette continuité lexicale, parce qu'en réalité, quelqu'un du XVIIe siècle n'entend pas du tout la même chose que nous aujourd'hui quand on parle de police. À l'époque, la police, en réalité, le mot police se confondait avec la gestion municipale. Donc, c'était une multitude de fonctions qui étaient remplies et souvent remplies par des personnes qui d'ailleurs avaient d'autres activités professionnelles à côté. Et alors, la police moderne, celle dont on parle quand on parle de police aujourd'hui, c'est une institution qui émerge dans le dernier tiers du XIXe siècle. C'est là où tout d'un coup, on a une institution composée d'agents spécialisés qui ont une formation spécifique, qui suivent des schémas de carrière et qui sont distincts du reste de la société. Donc, on a une sorte de distinction entre la police et la société. Donc, on a là des policiers qui deviennent des policiers, des professionnels à temps plein. Et alors, on peut à nouveau se poser la question que je me pose à chaque fois, est-ce qu'à ce moment-là, dernier tiers du XIXe siècle, il y a eu augmentation des violences, augmentation de la criminalité? Et ce qui est frappant, c'est que les historiens de la police nous répondent non. Alors, du coup, il faut continuer à chercher la raison d'exister de cette police. Et le phénomène majeur de cette époque, c'est évidemment la formation de lieux de production concentrant un grand nombre de travailleurs. Voilà, les usines. Donc, c'est la formation de la classe ouvrière. Donc, on a cette vraie nouveauté-là de l'époque. Et c'est contre cette nouveauté-là qu'est dirigée la police dès le début. Cela explique aussi pourquoi, dès le début, dès le dernier tiers du XIXe siècle, eh bien, au sein des préfectures, au sein du ministère de l'Intérieur, on s'interroge sur la meilleure manière de faire aimer la police. Et si les dirigeants de la police ont besoin de faire aimer la police, c'est bien parce que la police n'est pas très appréciée. Et elle n'est pas très appréciée parce que précisément, ces interventions visent principalement à réprimer le mouvement ouvrier. C'est l'époque où voilà, on a la première CGT qui gagne en nombre, qui gagne en combativité, mais qui fait tout de suite l'objet de violences très importantes. C'est aussi dès ce moment-là qu'en réalité le débat sur les violences policières émerge. C'est dès ce moment-là qu'on a le journalisme de préfecture, qu'on a les fictions policières, où comment dire, cette complémentarité un peu malsaine entre le ministère de l'Intérieur et certains journalistes, certains écrivains, où les uns fournissent des histoires croustillantes aux journalistes et écrivains, et en échange, ces derniers produisent des récits de policiers héroïques. Donc tout ça, en réalité, on a l'impression de le découvrir un peu, mais en réalité, ça accompagne la police dès sa naissance. Donc on a là, effectivement, avec la formation de l'État capitaliste, on a aussi la formation d'une police capitaliste bien spécifique et dont la mission première, et ça dès le début, est de lutter contre les perdants systématiques de l'ordre établi. Donc l'objectif n'a jamais été d'assurer la sûreté de tout le monde, l'objectif a été de protéger la propriété du capital, quoi.
pour creuser un peu ça et voir comment ça a continué aussi dans le temps, cette hypothèse d'une police en fait, qui serait contre une certaine partie de la population et pas au service de toutes et tous, comme tu le disais. Tu t'es intéressée aux policiers, aux policières et un petit peu à leur sociologie aussi. Alors, encore un petit chiffre pépite, c'est celui du vote des effectifs de police, qui est à 74% pour le Rassemblement national en France. Voilà, c'est important de le rappeler, parce que c'est quand même beaucoup plus que le chiffre de toute la population. Tu parles aussi du fait, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais qu'une grande majorité rejoint la police dans un but quasiment uniquement répressif. Et ça, c'est mis en lumière une fois qu'on est au sein de l'institution. Tu parles d'une conception qui est très largement partagée par les équipes, par les policiers, les policières. C'est le fait de se sentir un peu comme dans une citadelle assiégée en permanence, d'être une sorte de clan en fait, contre le reste de la population. C'est quoi les conséquences d'un tel sentiment de groupe ? Bah, vous voyez que constamment, je m'interroge sur cette institution. Je viens de faire le constat que son existence est inextricablement liée à l'existence du capitalisme, mais on pourrait toujours m'objecter, peut-être que ça a commencé comme ça, mais entre-temps, au fil des années, au fil des décennies, peut-être que la police est devenue autre chose, elle est devenue au service de la population. On pourrait dire ça. Et alors, pour vérifier une telle affirmation, eh bien, il est utile de s'intéresser un peu plus spécifiquement au fonctionnement de cette institution, au fonctionnement de la police. Et d'ailleurs, souvent aussi dans le débat public, on entend par exemple que les policiers, ce seraient les ouvriers, les ouvrières de la sécurité. Et cet argument se fonde un peu sur cette idée que, effectivement, souvent les policiers et les policières sont issus de la classe populaire. Et c'est vrai parce que, effectivement, la classe populaire, c'est la majorité de la population. Donc, statistiquement, il y a aussi plus de gens qui viennent de cette catégorie de la population qui deviennent policiers. Mais si on s'intéresse à la question de la police uniquement par les origines sociales des policiers, eh bien, on loupe un point essentiel qui est pourtant bien mis en évidence par la recherche en France. Premièrement, effectivement, que celles et ceux qui veulent devenir policiers ne sont pas du tout représentatifs de la société. C'est en réalité un segment très particulier parce qu'une majorité de ces personnes-là veulent devenir policiers et policières à partir d'une conception purement répressive de leur futur métier potentiel. Donc pour le simplifier un peu, le métier attire des gens qui ont un goût pour la violence. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un deuxième élément. C'est ce que les chercheurs appellent la socialisation professionnelle. La socialisation professionnelle désigne ce moment dans une carrière professionnelle où on débute. C'est quand on est policier débutant, on a une formation, on fait ses premiers pas, on est au contact avec les collègues les plus anciens. Et ce processus de socialisation professionnelle, en réalité, ce n'est pas seulement un processus où le nouveau policier, la nouvelle policière s'approprie les gestes techniques du métier, c'est aussi un moment où le nouveau, la nouvelle absorbe la vision du monde qui règne au sein de l'institution. Et effectivement, la vision du monde qui règne au sein de l'institution, c'est cette idée de la citadelle assiégée. Citadelle assiégée, c'est une expression d'une étude qui a été reprise récemment aussi par une syndicaliste de la police. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, citadelle assiégée? Par qui est-ce que les policiers se sentent assiégés? Et la réponse, c'est par le reste de la population. Et alors, si d'emblée, les policiers voient le reste de la population comme ça, eh bien, ça entretient une relation au mieux de méfiance, au pire d'hostilité, qui effectivement permet pas mal d'expliquer le comportement des policiers vis-à-vis du reste de la population, et ce d'autant plus qu'un autre élément qui est mis en lumière par la recherche sur la police en France, c'est l'idée du repli clanique. C'est-à-dire que quand un policier commet des actes qui sont contraires à la déontologie ou contraires à la loi, eh bien,
réflexe de ses collègues va être de le couvrir. Donc on a là aussi un mécanisme de production de l'impunité qui est inscrit au fonctionnement même de l'institution. Donc vous voyez que cette institution qui a été créée au départ contre la grande majorité de la population, eh bien, elle se caractérise aussi par un fonctionnement courant au fil des décennies qui précisément entretient la méfiance, voire l'hostilité vis-à-vis du reste de la population. Évidemment, tout le reste de la population n'est pas traité à la même enseigne. Il y a un peu plus d'indulgence vis-à-vis des agriculteurs. Dans le passé, il y avait aussi un peu plus d'indulgence vis-à-vis du mouvement ouvrier. Ça, c'est clairement révolu. Et puis, évidemment, les groupes opprimés dont on a parlé tout à l'heure, et évidemment aussi toutes les personnes qui n'ont pas la nationalité française en font partie aussi, eh bien, font partie des personnes qui ne subissent pas seulement cette relation d'hostilité générale de la police, mais en plus sont victimes de discriminations spécifiques qui s'ajoutent au reste. On a beaucoup parlé de ce que fait la police. On va essayer de passer au sous-titre de ton essai, c'est comment s'en passer. Pour finir, peut-être sur une petite note d'espoir, on va voir. Paul, tu questionnes l'existence dans ton ouvrage d'autres façons d'organiser l'ordre dans la société, de garantir la sûreté. Tu mentionnes principalement deux exemples. Celui de l'Afrique du Sud, avec l'émergence dans les années 70 de tribunaux citoyens qui ont rapidement été remplacés par des comités de rue et qui visaient à résoudre les conflits en réconciliant les personnes impliquées. C'est des instances qui, au contraire de ce qu'on peut reprocher à la police actuelle, étaient plutôt associées à des mouvements d'émancipation et de résistance populaire. Tu évoques également les comités de défense des citoyens en Irlande du Nord. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de ces exemples-là, de ces expérimentations? Est-ce que ce sont des vaines utopies ou est-ce qu'on peut y voir au contraire des modèles inspirants pour réussir à faire société? Alors effectivement, je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que généralement, quand je parle, je casse l'ambiance, donc c'est bien de tenter de finir avec quelque chose de plus positif. Donc voilà, effectivement, une fois qu'on a fait le constat que la police ne lutte pas contre la criminalité, qu'elle est même source de discrimination et de violence particulières, eh bien se pose la question, peut-être qu'on peut faire autrement. Peut-être qu'il y a d'autres manières de réguler, de gérer les conflits. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que l'immense majorité de la criminalité a pour origine des facteurs socio-économiques, mais il serait évidemment naïf de croire que n'importe quel désaccord entre deux personnes peut être retracé jusqu'à des problèmes socio-économiques. Donc il arrive tout simplement dans la vie courante que deux personnes ne s'entendent pas et ont besoin d'une instance un peu tierce pour régler le souci. Donc ça, il faut le prendre au sérieux et c'est précisément ces deux choses-là. D'une part, la police ne remplit pas le rôle qu'elle prétend et puis il nous faut trouver une manière de gérer des conflits sans la police. Ces deux idées-là sont au fondement des démarches d'organiser l'ordre public sans police, à la fois en Afrique du Sud et en Irlande du Nord. Alors, j'ai pris ces deux exemples-là, on aurait pu en prendre d'autres, mais ces deux m'ont semblé particulièrement instructifs puisqu'il s'agit d'exemples de l'histoire récente, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est des exemples qui couvrent une population assez large. Donc, ce n'est pas seulement des petits îlots, mais là, c'est des expériences à grande échelle. Et alors, je dirais qu'on peut tirer, vous trouverez évidemment les détails dans le livre et aussi les difficultés qui ont été rencontrées, mais je dirais qu'on peut au moins retenir là, à ce stade, 3 pistes. La première, c'est que ce qui est important, c'est d'entretenir un lien organique entre celles et ceux en charge de l'ordre public et le reste de la population. Autrement dit, ce qui se passe dans le cas sud-africain, aussi dans une moindre mesure dans le cas nord-irlandais, c'est que ceux qui assument la gestion de l'ordre public sont des gens qui sont issus du même village, du même quartier. Ils sont donc sensibles aussi aux particularités, aux difficultés de la population locale. S'ajoute à cela que de manière régulière, il y a des réunions publiques où en quelque sorte la population peut s'exprimer sur la qualité du service.
Donc il y a aussi un élément plus démocratique dans ce fonctionnement-là. Donc on a des policiers, enfin précisément pas des policiers, mais des gestionnaires de l'ordre public qui sont véritablement en prise avec le terrain sur lequel ils interviennent. Donc on est très loin là des policiers précisément distincts de la société. On est très loin aussi de cette idée de police de proximité dont l'objectif est en réalité de capter les informations à l'échelle d'un quartier, à l'échelle locale, à des fins répressives, alors que c'est précisément les solidarités au quotidien qui permettent à une population, dans des situations difficiles, de tenir. Donc en réalité, la police de proximité, elle n'est pas plus proche de la population, elle casse même les solidarités élémentaires et génère donc plus de méfiance dans la population. Eh bien, quand il y a lien organique entre les gestionnaires de l'ordre et la population locale, le rapport il est totalement différent. Ensuite, une deuxième piste, c'est l'idée de rotation. C'est-à-dire que contrairement au métier de police qu'on fait à vie, eh bien, la gestion de l'ordre public, dans les deux exemples que j'évoque dans le livre, c'est une tâche temporaire. On l'a fait pendant 2 ans, 3 ans, et puis on retourne dans la société, et d'autres prennent le relais. Ce qui évidemment est un mécanisme pour couper court à toute dynamique d'impunité. Parce qu'évidemment, quand soi-même, après avoir été en charge de la gestion de l'ordre, on retourne dans la population, si on a été désagréable avec les autres, peut-être que les autres qui vont prendre le relais vont le faire sentir à la personne qui s'est mal comportée. Donc rotation. Et puis la troisième piste, c'est que finalement cette idée d'envisager et de mettre en pratique à grande échelle une autre manière de gérer l'ordre public a été étroitement associée à des tentatives de transformation sociale plus larges. Et là, ça rejoint cette idée que la criminalité est avant tout déterminée par des facteurs socio-économiques. Donc, il faut changer l'environnement socio-économique de manière profonde, de manière radicale. Mais ce n'est pas parce qu'on fait cette transformation sociale qu'il n'y a plus besoin de gérer l'ordre. Donc, ce n'est pas qu'après une transformation sociale que tous les problèmes du quotidien vont magiquement disparaître. Donc, il faut s'interroger sur une bonne manière de gérer ces conflits, de sorte à ce que la police qu'on aurait chassée par la porte ne revienne pas par la petite fenêtre. Donc, ces trois principes, ces 3 pistes sont complémentaires, ont été mis en pratique. Donc, de ce point de vue-là, ça donne en quelque sorte des pistes et des idées tout à fait concrètes. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas simplement une utopie, mais c'est une réalité qui a déjà été expérimentée. Dernière petite question avant de vous laisser le micro. Après toutes ces réflexions, toutes ces informations, j'aimerais demander si du coup il faut abolir la police pour abolir l'ordre établi. Je n'ai pas tellement employé le terme abolir la police, j'ai parlé de dépassement, mais parce qu'en réalité, dans le débat sur l'abolition de la police, eh bien, en tout cas, certains font comme si se défaire de la police suffisait en soi pour régler toute une série de problèmes, alors qu'il me semble indispensable de penser à la fois transformation sociale et révision de la gestion de l'ordre public. Donc de ce point de vue-là, évidemment, les deux vont de pair en sachant qu'évidemment, eh bien, si on organise l'ordre public sans police, eh bien, on fait déjà disparaître toute une série de problèmes qui sont générés par la police. Donc de ce point de vue-là, faire sans police, évidemment, est déjà un acte en quelque sorte de libération, mais qui probablement ne sera pas suffisant. Et c'est aussi un des constats qu'ils ont fait en Afrique du Sud, qui est parmi les sociétés les plus inégalitaires au monde. Et effectivement, quand il y a des inégalités profondes qui pénètrent chaque quartier, eh bien, on a des déviances associées juste à la pauvreté. Et même en faisant sans police, on ne pourra pas se défaire de ces problèmes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle la transformation sociale a été associée très étroitement à une vie sans police. Merci. Merci à toi.
un temps d'échange pour vous permettre de prendre la parole. Donc n'hésitez pas à lever la main, il y a Léna qui fond la salle actuellement. Vous pouvez poser des questions, faire des remarques, voilà, vraiment, allez-y quoi. Merci beaucoup, c'était passionnant et je voudrais poser la question suivante. Quel est l'intérêt pour le gouvernement d'entretenir cette stratégie qui semble inefficace, coûteuse et qui est peut-être aussi porteuse de conflits, mais aussi éventuellement de menaces pour le gouvernement lui-même, si on en croit les chiffres estimés de vote du Front National, voire même des menaces peut-être un peu fantasmées, je ne sais pas, de coup d'État. Enfin, voilà. Quel est l'intérêt pour le gouvernement de faire ça? Je peux répondre directement? Merci pour la question. En plus, ça me fait prendre conscience que je n'ai pas répondu directement sur l'extrême droite dans la police. Peut-être que je vais le faire là. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, il y a une chose qui me semble assez claire, c'est qu'en réalité, les gouvernements successifs n'ont pas grand-chose à faire des victimes. Alors, à chaque fois qu'il y a un fait divers, évidemment, ils débarquent, il y a les médias, il y a des discours, mais de fait, ils font rien. Ils ne protègent aucune victime de... Enfin, si, peut-être de temps en temps quand ils ne courent pas dans la mauvaise direction, mais voilà, c'est accessoire. Statistiquement parlant, ils sont totalement insensibles aux victimes. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, ça ne les dérange pas s'il y a des victimes. Ce qui tombe bien pour eux, c'est que de toute manière, c'est pas... comment dire? C'est que la société, en réalité, s'autorégule d'une certaine manière parce qu'on n'a effectivement pas vraiment, enfin, on n'a pas d'augmentation des déviances. Se pose ensuite la question, pourquoi mettre tant de policiers alors qu'on sait qu'ils sont source de violence, source de discrimination? Et là, j'ai une idée que j'ai développée dans l'autre livre, Gaz et mutilés soumettre, c'est cette idée que si on s'intéresse à l'ordre néolibéral plus spécifiquement, si on devait le résumer très spécifiquement, eh bien, c'est la redistribution des richesses à l'envers. On prend à la grande majorité et on donne à une petite minorité. Et alors, il se trouve que la reproduction de l'ordre établi peut se faire de deux façons, soit par le consentement de la population, soit par la force. Et il se trouve qu'évidemment, quand on prend à la grande majorité, eh bien, le consentement spontané des masses à l'ordre établi va plutôt s'affaiblir. Donc la force prend une place plus importante dans le dispositif des gouvernements. Sauf qu'évidemment, la force, elle a un inconvénient aussi. C'est que exposer sa propre population à la violence, c'est un peu la marque du tyran. Donc ça crée quand même une mauvaise réputation. C'est la raison pour laquelle les gouvernements, depuis une trentaine d'années, recourent très massivement aux armes non létales qui permettent précisément d'entretenir cette idée que on réprime sans être violent. Alors ça aussi, finalement, ce récit, maintenant, il prend de l'eau, il ne tient plus très bien. N'empêche, eh bien, la violence, elle fonctionne quand même encore relativement bien. Donc, faute de pouvoir convaincre la population, le recours à la violence, il a l'air d'être efficace. Et c'est pour ça aussi que dès qu'on parle de la police, dès qu'on critique la police, le gouvernement est particulièrement vigilant. C'est pour ça qu'on avait cette tentative d'interdire le fait de filmer la police. C'est pour ça que, eh bien, il est très difficile aussi de faire entendre en réalité un discours factuel et scientifique sur la police parce que précisément l'enjeu, il est trop grand. Mais ça montre aussi que, du point de vue des gouvernements, eh bien, une de leurs fragilités, une de leurs vulnérabilités, c'est précisément l'institution policière. Donc plus on met en évidence les violences qu'elle commet, plus ça abîme en quelque sorte la légitimité des gouvernements qui y recourent. Alors c'est vrai que dans tout ça, il y a un risque, c'est qu'on risque d'encourager l'extrême droite parce qu'on légitime aussi ses méthodes. Ça me permet de faire le pont avec la question de tout à l'heure. Donc effectivement, les policiers ont beaucoup plus de sympathie pour l'extrême droite que le reste de la population. Et il me semble important aussi de comprendre ce phénomène à partir du racisme institutionnalisé et même aussi du mépris de la police pour le mouvement ouvrier. Parce que ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est pas tellement qu'on a
des militants d'extrême droite particulièrement habiles au sein de la police, ils existent sans doute, mais le problème, ce n'est pas tellement quelques agitateurs efficaces, le problème, c'est plutôt que le terrain de base, il est très fertile. Parce que si on a une institution qui se caractérise par du racisme, par du sexisme, par du mépris pour le mouvement ouvrier, eh bien là, on a quand même toute une série d'ingrédients qui caractérisent l'extrême droite. Donc, en quelque sorte, voilà, c'est un peu le paradis pour l'extrême droite, cette institution policière. Et plus elle grossit, effectivement, plus ça fait des gens sympathisants avec l'extrême droite. Mais en même temps, bon, bah, tout compte fait, l'extrême droite, enfin, la police n'est qu'une petite partie de la population. Donc, de ce point de vue-là, je ne dirais pas que la montée de l'extrême droite peut uniquement être retracée jusqu'à l'institution policière. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question qui reprend un peu ce que vous venez de dire. Et en fait, dans votre essai, vous liez beaucoup la police au capitalisme. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment faire sans police dans un monde capitaliste? Et par là, j'entends un peu plus loin que la transformation sociale, dans le sens où vous expliquez quand même que la police protège les puissants et les personnes qui tirent profit du capitalisme. Du coup, comment on fait dans le monde actuel pour faire sans police? Et notamment parce que les exemples que vous citez ne sont pas satisfaisants, in fine, parce qu'ils reproduisent les inégalités que produit le capitalisme. Bah, là, effectivement, c'est un peu un point clé. C'est que finalement, les deux expériences, je l'ai pas explicité, mais c'est vrai que ces deux expériences, finalement, se sont un peu perdues au bout de quelques décennies parce que ça n'avançait pas dans le sens souhaité. Et il est très, très probable que les difficultés, finalement, proviennent du fait qu'il n'y a pas eu de transformation sociale. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, bon, il y a des tentatives de faire sans police et peut-être qu'elles peuvent faire une différence à l'échelle individuelle. Donc, moins recourir à la police dans certaines situations peut peut-être juste un peu moins dégrader l'expérience quotidienne de quelqu'un. Pour le rendre un peu plus concret, ce que je dis là, aux États-Unis a été introduite une police aussi dans les écoles. Ça a été abordé aussi en France il y a quelques années, en Seine-Saint-Denis, avec quelqu'un qui proposait ça. Donc il y a aux États-Unis des policiers qui sont présents dans les écoles. Et ce qu'on observe, c'est que finalement des conflits ou des problèmes de comportement de la part des élèves ne sont plus gérés sans le policier, mais exclusivement à travers le policier. Donc ça a introduit une dimension criminalisante, là où auparavant, des désaccords, des conflits ont été gérés sans intervention policière, sans tribunaux. Et donc de ce point de vue-là, en réalité, l'école devient un endroit même où une partie des élèves vont être enfoncés dans des ennuis avec la police et ensuite avec les tribunaux. Donc tout ça pour dire que eh bien, si on réduit le recours à la police, eh bien, ça peut faire une différence pour des personnes individuelles qui, sinon, autrement, eh bien, seraient en quelque sorte entrées dans la gestion policière de leur vie. Donc, ça peut faire une différence à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de toute la société, effectivement, il me semble qu'il est difficile de faire sans police à conditions socio-économiques inchangées, et aussi parce que, en réalité, même dans un certain nombre de configurations, même si vous appelez pas la police, bah, la police, parfois, elle vient. Quand il y a des ZAD ou des choses comme ça, eh bien, tôt ou tard, il y a quand même la police qui intervient, même si personne ne l'a appelé. Bonsoir, merci beaucoup pour cette soirée et votre intervention. J'avais plusieurs questions, je vais en poser qu'une seule. À la lumière de ce que vous avez, de tout ce qu'on vient de dire en fait, que faire du problème du mal-être policier? Moi, je mets un peu ça en lien avec l'idée du manque de moyens qu'on entend souvent, mais il y a aussi cette réalité qu'on entend très souvent que les policiers seraient malheureux, et d'ailleurs il y a des chiffres derrière, notamment sur la dépression ou le suicide. Que faire de ce constat-là dans le débat sur l'existence de la police, la légitimité de la police? Est-ce qu'on peut le mettre en lien avec des aspects
politique de la chose ou, voilà. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de manque de moyens. Donc, de ce point de vue-là, en réalité, la police et le ministère de la Défense sont les seuls à ne pas avoir subi l'austérité pendant plusieurs décennies. Donc, si on applique juste la dimension des moyens, en réalité, on devrait se poser la question du malaise de tout le reste de la fonction publique. Mais vous avez peut-être l'impression que là, j'évite la question, mais je vais y venir. Tout ça juste pour bien avoir les idées un peu claires sur le sujet. Donc je pense que voilà, chez les autres fonctionnaires, il y a un malaise, mais autrement plus grand. Mais voilà, revenons maintenant à l'idée de malaise policier. Ce que j'ai développé aussi et ce que j'ai pu constater à travers mes recherches, c'est que généralement, les données que la police produit sur elle-même sont des données peu fiables. Mais supposons quand même que ce que vous dites là, dépression, on nous parle aussi de suicide, supposons que tout ça soit vrai. Eh bien, il se trouve que je vois là précisément un des effets de l'institution policière. Quand, regardez, par exemple, vous avez des policiers qui, occasionnellement, très rarement, parlent du racisme policier qu'ils constatent. Parfois, c'est des policiers non blancs qui font effectivement état de discrimination qu'ils subissent au travail. Eh bien, il est extrêmement difficile dans cette institution d'en parler. Donc, généralement, la solution adoptée par les policiers, c'est d'en sortir. C'est-à-dire que cette institution, précisément, elle est totalement insensible aux problèmes qu'elle génère, de sorte à ce que les policiers qui ne se retrouvent pas dedans, eh bien, sont poussés à la sortie. Donc, c'est là encore, une fois, la force de cette institution et la manière dont elle s'impose aux individus qui ont, en grosso modo, deux options. Soit on fait comme il est d'usage au sein de l'institution, soit on est poussé à la sortie. Donc ça, c'est encore une autre démonstration, en quelque sorte, de la puissance et de l'état d'esprit dans cette institution. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, juste un dernier élément annexe, que souvent les chiffres de la police ne sont pas fiables quand elle parle d'elle-même. Peut-être que vous avez entendu parler du débat sur les heures supplémentaires non payées des policiers. On nous parle d'un immense chiffre de dizaines de millions d'heures supplémentaires non payées. Et c'est vrai que spontanément, c'est révoltant parce que quand on a fait du travail et qu'on n'est pas payé, évidemment, c'est un problème. Mais donc voilà, donc je me suis intéressé à la chose, parce que je prends les arguments au sérieux. Et ce que j'ai appris, c'est que ces heures supplémentaires non payées, c'est le cumul de 20 ans. Ça, on ne nous le dit jamais. C'est le cumul de 20 ans de tous les policiers du pays. Donc j'ai essayé de rapporter un peu à l'échelle du policier individuel combien d'heures supplémentaires non payées a-t-il par année. Eh bien, j'ai fait le calcul, c'est 9. Donc il a 9 heures supplémentaires non payées par an. C'est 9. C'est toujours trop, c'est vrai, mais c'est quand même pas énorme. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que quand la dernière fois que ce débat a surgi, quelques semaines plus tard, on a eu les données sur les heures supplémentaires non payées des salariés du privé. Et alors là, on n'a pas 9 par an, on en a 5 par semaine. Et pourtant, on ne parle pas du malaise des salariés du privé. Et pourtant, quand les salariés d'Air France arrachent la chemise de leur PDG, là, c'est un grand scandale. On ne dit pas, non, mais c'est le malaise, ils sont malheureux. Alors que leurs conditions de travail, de fait, eh bien, si on prend l'indicateur des heures supplémentaires non payées, leurs conditions de travail sont beaucoup plus dégradées. Bonsoir. En suivant votre analyse, on voit qu'il y a un rapport étroit entre la police et l'État, une dérive autoritariste. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la place de la justice dans cette problématique. Alors là, je vais botter en touche un tout petit peu. Non, j'ai une chose à dire. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une chose. C'est que, eh bien, la justice, souvent, pour pouvoir faire son travail, s'appuie sur les documents, les données fournies par la police. Si les documents fournis par la police sont imprégnés de préjugés racistes, sexistes, de faits de violence, d'impunité, si tout ça constitue le dossier à partir duquel un juge va travailler,
eh bien, il peut sembler assez probable que les décisions prises par les institutions de la justice soient au moins aussi biaisées que le matériel initial fourni par la police. Donc de ce point de vue-là, évidemment, le problème des discriminations, des violences ne reste pas confiné à l'institution policière, mais il se prolonge en quelque sorte par l'institution de la justice. Bonjour, merci pour l'entretien. Oui, je suis là. Bonjour. Vous parlez de la police de proximité. Alors, moi, je sais en tout cas que c'est un terme qui est beaucoup utilisé par la FI. Et ma question, c'est est-ce qu'un parti qui se définit progressiste peut agir contre cette volonté d'abolition de la police pour se garder le pouvoir? Parce que l'abolition de la police, ça guide vers des savoirs communautaires. Tout ce qui est des justices de quartier ou quoi, c'est des savoirs qui sont communautaires. Est-ce qu'il y a possibilité que ce soit un frein, en fait, à l'abolition de la police? Que la police de proximité soit un frein? Ou je suis pas sûr. Non, que ce parti Ok. soit contre pour je ne sais quelle raison, contre cette abolition. Alors, honnêtement, je ne sais pas exactement où en sont les discussions sur la police au sein de LFI. Alors, vous semblez dire que leur position, c'est de défendre la police de proximité. Eh bien, ce que je peux répondre, c'est qu'à partir des faits, c'est que la police de proximité, contrairement à ce qu'elle suggère, ne rapproche pas les policiers de la population. Et même, comme je l'ai dit un peu vite tout à l'heure, l'expérience qu'on a, les données disponibles, montre que avoir une police de proximité signifie avoir des policiers qui, en quelque sorte, s'introduisent dans des relations beaucoup plus intimes entretenues par les personnes d'un même lieu, d'un même quartier, d'un même village. Et cette introduction dans ces relations-là, eh bien, elle tend à briser précisément la confiance entre les personnes. Parce que si, au bout d'un moment, il y a intervention policière quelque part, par la police de proximité, ou parce que la police de proximité a fourni des informations à d'autres unités, eh bien, ça incite la population locale à se dire « mais qui a raconté ça? Qui a parlé de moi ?» Et donc, ça brise des liens, ça brise des solidarités qui, pourtant, souvent, font tenir une population exposée à des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il me semble qu'il convient de se saisir des données disponibles sur la police de proximité pour prendre conscience des effets que produit cette instance de police qui effectivement est plus près de la population, mais pas au service de la population, mais au service d'une appropriation répressive des liens à l'échelle locale. Et donc, si le résultat de la police de proximité est juste de briser les solidarités quotidiennes, bah effectivement, il convient de s'interroger s'il est souhaitable pour LFI de promouvoir ça. Bonsoir. À la suite de l'assassinat de George Floyd, il y a eu un mouvement de la part des politiques de désarmer la police. C'était plus que désarmer, lui enlever les armes, c'était aussi lui donner moins d'argent, moins de pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'à la suite de ça, il y a eu des changements significatifs? Je voudrais revenir aussi à la police française. Est-ce que vous ne pensez pas que, compte tenu de son rôle dans le maintien de l'ordre, le maintien des différents gouvernements, ceux-ci ont peur de la police et leurs tentatives d'amélioration sont vouées à l'échec, vu la puissance qu'on lui a donnée? Alors, je commence par la deuxième question. Je pense que le gouvernement n'a pas peur de la police, il a peur de sa population. C'est la raison pour laquelle il fait gonfler cette institution année après année.
Parce que si vous regardez le budget du ministère de l'Intérieur, les choses sont très claires. Augmentation continue des moyens et encore à nouveau la dernière loi de programmation eh bien, elle va dans la même direction. Donc de ce point de vue-là, l'institution devient de plus en plus grande, mais rien n'empêche les gouvernements de ne plus l'arroser d'argent et pourtant ils le font. Et vous voyez bien, effectivement, vous pourriez tenter de dire, bah, maintenant qu'elle a gonflé la police, elle joue peut-être un rôle plus important que quand elle était plus petite. Mais on peut se poser la question du point de départ. Pourquoi, quand la police était encore de taille plus modeste, au début des années 90, pourquoi est-ce qu'on l'a fait gonfler? Et la raison de ce gonflement est précisément dans la méfiance vis-à-vis de la population. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas, en tout cas les données dont je dispose, ne m'incitent pas à penser que le gouvernement a peur de la police. Alors la police, effectivement, a obtenu un gain de cause dans un certain nombre d'arbitrages. Ça, c'est vrai. N'empêche, eh bien, le contrôle définitif est toujours aux mains des gouvernements et rien ne les empêche de réduire les moyens. On a, enfin, à la suite de la crise de 2008, je crois qu'en 2009, on a eu une petite baisse des moyens, par exemple. Ça ne change aucunement la tendance générale, mais voilà, tout ça est faisable et ça permet ensuite d'enchaîner avec la deuxième question qui est celle du définancement de la police donc aux États-Unis suite à l'assassinat de George Floyd. Et alors là, c'est vraiment très contrasté et parfois difficilement lisible du point de vue français parce que la police aux États-Unis est organisée à l'échelle municipale, alors que nous, on réfléchit beaucoup en termes de police à l'échelle nationale. Et alors, quand on prend les chiffres, effectivement, certaines municipalités ont réduit fortement le budget de la police, mais d'autres l'ont très fortement augmenté, de sorte à ce que, dans le total, même pour l'année de George Floyd, donc l'année 2020, on a eu une augmentation des moyens pour la police aux États-Unis. Donc on a ce fait-là. Ensuite, je n'ai pas des données précises sur la réaffectation des moyens. Toujours est-il que, évidemment, si vous enlevez de l'argent à la police et que vous le mettez pour les politiques de l'emploi ou pour l'éclairage public ou pour réaménager un espace pour le rendre un peu plus sympathique, eh bien, ça aura probablement des effets tout à fait positifs. Ça réduira la criminalité. Mais à nouveau, on est un peu pris entre deux choses. C'est qu'effectivement, quand on enlève un tout petit peu d'argent à la police et qu'on le met dans les politiques sociales, ça peut peut-être être pas suffisant. Donc, il y a une sorte de question de seuil. Donc, ça peut être insuffisant pour vraiment se débarrasser de problèmes de criminalité ancrés dans certains endroits. Merci. Juste pour signaler qu'on va prendre encore 2 questions, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui a le micro pour l'instant, et on passera ensuite à une dernière personne, mais on pourra poursuivre des échanges informels ensemble. Bonsoir, merci pour votre présentation. Est-ce que vous auriez des pistes d'explication historique, anthropologique quant au penchant de la France, penchant autoritaire, antidémocratique, pour ne pas dire fascisant ces derniers mois, années. Pourquoi la France particulièrement, qui est censée être le berceau de la démocratie libérale, s'illustre par des classements les plus déplorables de l'ONU, enfin vos études scientifiques également, voilà. Alors pour ce qui est des dernières décennies, il y a une spécificité en France, une spécificité qui est souvent un peu négligée par la mémoire militante notamment. Quand on regarde l'avancement du néolibéralisme en France et dans les pays voisins, ces 3-4 dernières décennies, on constate une chose, c'est que le néolibéralisme est moins avancé en France, le pays est moins néolibéral. Dans la mémoire militante, en tout cas syndicale, souvent ces 30 dernières années, c'est un peu, voilà, quand on y repense, c'est une succession de défaites. Peut-être quelques petites victoires, mais grosso modo, voilà, tout a été perdu. Sauf qu'en réalité, ce que oublie cette lecture, c'est que chaque mobilisation, chaque
grève massive, évidemment, elle vise d'abord une réforme particulière. Soit elle réussit à faire échouer la réforme, soit elle échoue elle-même dans sa mobilisation. Mais l'effet n'est pas seulement direct, il est aussi indirect. Il envoie un signal au gouvernement qui, du coup, réfléchissent 2-3 fois avant de lancer une autre réforme impopulaire, parce que mettre à nouveau le chaos dans le pays, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Et c'est Nicolas Sarkozy qui disait que, après avoir perdu en 2012, il disait qu'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir pu aller plus loin. Et dans les pays voisins, précisément, la contestation a été moins forte. Donc la néolibéralisation des sociétés a progressé plus vite. Et j'interprète comme ça les 15 dernières années, et plus spécifiquement aussi Emmanuel Macron, c'est cette tentative de forcer le rattrapage par rapport aux autres pays plus néolibéraux que la France. Et puisque la population est très réticente à ce projet, eh bien la force prend une ampleur beaucoup plus grande en France que dans d'autres pays, même s'il y aurait des choses à dire aussi, parce que souvent on nous raconte en France, mais la France c'est grave parce qu'on n'a pas de désescalade, alors qu'en Allemagne il y aurait de la désescalade. Enfin, ceux qui racontent ça n'ont pas regardé les études sur les violences policières en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on a pour le coup aussi des données chiffrées. On a 12 000 cas de violences policières chaque année. Donc, ce n'est pas comme si les policiers allemands étaient particulièrement doux et cléments. Mais n'empêche, l'ampleur des violences policières est particulière en France. Et moi, je retrace ça à une explication en termes d'économie politique. C'est le moindre avancement du néolibéralisme et le souhait de la bourgeoisie française d'aller plus loin. Bonsoir. Est-ce que mutatis mutandis, votre analyse s'applique à la gendarmerie? Alors, généralement, je ne fais pas la différence entre les deux. Même quand je parle des données sur les dépenses ou sur les effectifs, je les mets dans le même sac pour la simple raison qu'on a un certain nombre d'études qui s'appliquent aux deux et que, en termes de budget, en termes d'encadrement, les deux font partie du ministère de l'Intérieur, remplissent les mêmes fonctions. Donc souvent, effectivement, il y a un peu cette réputation que la gendarmerie, elle serait un peu plus proche de la population, elle ferait preuve de plus de retenue. Mais enfin, regardez Notre-Dame-des-Landes, regardez Sivens, et on pourrait multiplier les exemples. Sainte-Soline, plus récemment, c'est la gendarmerie qui intervient, et je pense qu'ici aussi, dans une certaine mesure, c'est la gendarmerie. Donc, de ce point de vue-là, non, rien ne m'indique qu'il y aurait une différence fondamentale dans ces deux instances qui forment, pour moi, ce que j'appelle la police, quoi. Merci beaucoup, Paul. On va s'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos questions, vos participations. Merci, oui. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez proposé aux écoles d'agents de police d'y intervenir? Alors non, je ne l'ai pas proposé, personne n'est venu me chercher, mais au vu de l'impact que produit l'institution au quotidien, j'ai en réalité très peu d'espoir qu'une formation d'1 semaine, de 4 semaines, de 2 mois change quoi que ce soit. Et d'ailleurs, quand le ministère dit non mais là on va faire pour nos agents de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, eh bien ça dure peut-être 2 semaines, mais le reste de l'année, il y a le sexisme institutionnel qui s'applique. Alors je vous laisse faire les paris sur lequel des deux va s'imposer. Merci. Votre...